C'est un vieil homme debout à l'arrière d'un bateau. Il serre dans ses bras une valise légère et un nouveau-né plus léger encore que la valise. Le vieil homme se nomme Monsieur Lin. Il est seul à savoir qu'il s'appelle ainsi, car tous ceux qui le savaient sont morts autour de lui. Debout à la poupe du bateau, il voit s'éloigner son pays, celui de ses ancêtres et de ses morts, tandis que dans ses bras l'enfant dort. Le pays s'éloigne, devient infiniment petit, et Monsieur Lin le regarde disparaître à l'horizon pendant des heures, malgré le vent qui souffle et le chahute comme une marionnette. Le voyage dure longtemps, des jours et des jours, et tout ce temps le vieil homme le passe à l'arrière du bateau, les yeux dans le sillage blanc qui finit par s'unir au ciel, à fouiller le lointain pour y chercher encore les rivages anéantis. Quand on veut le faire entrer dans sa cabine, il se laisse guider sans rien dire, mais on le retrouve un peu plus tard sur le pont arrière, une main tenant le bastingage, l'autre serrant l'enfant, la petite valise de cuir bouilli posée à ses pieds. Une sangle entoure la valise afin qu'elle ne puisse pas s'ouvrir, comme si à l'intérieur se trouvaient des biens précieux. En vérité, elle ne contient que des vêtements usagés, une photographie que la lumière du soleil a presque entièrement effacée, et un sac de toile dans lequel le vieil homme a glissé une poignée de terre. C'est là tout ce qu'il a pu emporter, et l'enfant bien sûr. L'enfant est sage, c'est une fille. Elle avait 6 semaines lorsque Monsieur Lin est monté à bord avec un nombre infini d'autres gens semblables à lui, des hommes et des femmes qui ont tout perdu, que l'on a regroupés à la hâte et qui se sont laissés faire. 6 semaines. C'est le temps que dure le voyage. Si bien que lorsque le bateau arrive à destination, la petite fille a déjà doublé le temps de sa vie. Quant au vieil homme, il a l'impression d'avoir vieilli d'un siècle. Parfois il murmure une chanson à la petite, toujours la même. Il voit les yeux du nourrisson s'ouvrir et sa bouche aussi. Il la regarde. Il aperçoit davantage que le visage d'une très jeune enfant. Il voit des paysages, des matins lumineux, la marche lente et paisible des buffles dans les rizières, l'ombre ployée des grands banians à l'entrée de son village, la brume bleue qui descend des montagnes vers le soir, à la façon d'un châle qui glisse doucement sur des épaules. Enfin, un jour de novembre, le bateau parvient à sa destination, mais le vieil homme ne veut pas en descendre. Quitter le bateau, c'est quitter vraiment ce qui le rattache encore à sa terre. 2 femmes alors le mènent avec des gestes doux vers le quai, comme s'il était malade. Il fait très froid. Le ciel est couvert. Monsieur Lin respire l'odeur du pays nouveau. Il ne sent rien. Il n'y a aucune odeur. C'est un pays sans odeur. Il serre l'enfant encore plus contre lui, chante la chanson à son oreille. En vérité, c'est aussi pour lui-même qu'il la chante, pour entendre sa propre voix et la musique de sa langue. Monsieur Lin et l'enfant ne sont pas seuls sur le quai. Ils sont des centaines comme eux, vieux et jeunes, attendant docilement leur maigre effet à leur côté, attendant sous un froid tel qu'ils n'en ont jamais connu qu'on leur dise où aller. Aucun ne se parle. Ce sont de frêles statues au visage triste et qui grelottent dans le plus grand silence. Une des femmes qui l'a aidé à descendre du bateau revient à lui. Elle lui fait signe de le suivre. Il ne comprend pas ses mots, mais il comprend ses gestes. Il montre l'enfant à la femme. Elle le regarde, paraît hésiter, et finalement sourit. Il se met en marche et la suit. Les parents de l'enfant étaient les enfants de Monsieur Lin. Le père de l'enfant était son fils. Ils sont morts dans la guerre qui fait rage au pays depuis des années déjà. Ils sont partis un matin travailler dans les rizières avec l'enfant, et le soir, ils ne sont pas revenus. Le vieil homme a couru, il est arrivé essoufflé près de la rizière. Ce n'était plus qu'un trou immense et clapotant, avec sur un côté du cratère un cadavre de buffle éventré,
son joug brisé en deux comme un brin de paille. Il y avait aussi le corps de son fils, celui de sa femme, et plus loin la petite, les yeux grands ouverts, emmaillotée, indemne, et à côté de la petite une poupée, sa poupée, aussi grosse qu'elle, à laquelle un éclat de la bombe avait arraché la tête. La petite fille avait 10 jours. Ses parents l'avaient appelée Sangdiu, ce qui dans la langue du pays veut dire matin doux. Ils l'avaient appelée ainsi, puis ils étaient morts. Monsieur Lin a pris l'enfant, il est parti. Il a décidé de partir à jamais, pour l'enfant. Lorsque le vieil homme songe ainsi à la petite fille, il lui semble qu'elle se blottit encore davantage contre son flanc. Il serre la poignée de la valise et suit la femme. Parvenue dans une pièce où règne une bonne chaleur, la femme lui désigne une place. Elle le fait asseoir. Il n'oubliera jamais la saveur muette de cette première soupe, avalée sans cœur, alors qu'il vient de débarquer, qu'au dehors il fait si froid, et qu'au dehors, ce n'est pas son pays, c'est un pays étrange et étranger, et qui le restera toujours pour lui, malgré le temps qui passera, malgré la distance toujours plus grande entre les souvenirs et le présent. La soupe est comme l'air de la ville qu'il a respiré en descendant du bateau. Elle n'a pas vraiment d'odeur, pas vraiment de goût. Il n'y reconnaît rien. La soupe entre dans sa bouche et dans son corps, et c'est soudain tout l'inconnu de sa nouvelle vie qui vient en lui. Le soir, la femme conduit Monsieur Lin et l'enfant dans un dortoir. L'endroit est propre et spacieux. Le vieil homme regarde le lit qu'on lui a attribué. Il pose délicatement l'enfant à terre, enlève le matelas du sommier, le place à même le sol. Il couche l'enfant sur le matelas. Enfin, il s'allonge à côté d'elle, tout habillé, tenant dans sa main la poignée de sa valise. Il ferme les yeux et s'endort, en songeant au parfum du pays natal. Esos tus ojitos ya los vas cerrando, pero estás mirando.